essentiels de Cédric Leboussi, c'est l'interview du jour, interview croisée aujourd'hui. Bonjour Cédric. Cédric Leboussi, vous êtes directeur de la publication du site vuedailleurs.com et vous avez invité en plateau Jean-Claude Beaujour. Bonjour Jean-Claude, vous êtes avocat d'affaires chez Harley Avocat et président du forum transatlantique. Bonjour messieurs, on va parler donc politique avec vous en commençant par le programme qui attend Elisabeth Borne, la feuille de route des 100 jours dévoilée il y a quelques jours. Alors 100 jours, est-ce que c'est assez pour relancer le quinquennat, Cédric ? Oui, c'est assez. Je pense que c'est juste le temps qu'on laisse passer la gronde sociale, de calmer en fait les esprits. Ça permettra au gouvernement en été de revoir la feuille. Donc les 100 jours, je pense que c'est symbolique, c'est juste le temps de calmer les esprits en fait, pour apaiser la situation sociale, vu que le gouvernement traverse un désert politique après la promulgation de la loi sur la réforme de retraite. Alors, qu'est-ce qu'on attend pendant ces 100 jours ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, Jean-Claude ? Alors, je pense tout d'abord que les 100 jours, c'est aussi une formule, parce qu'en 100 jours, par rapport à l'objectif que s'est fixé Elisabeth Borne, elle a dit il faut que les Français aient le sentiment que leurs préoccupations concrètes, qu'on répond à leurs préoccupations concrètes. En 100 jours, c'est un petit peu compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été compris, c'est que le pays, tout d'abord, a été coupé en deux. On a une France qui réussit, qui va dans un certain sens, et il y a une France qui se dit délaissée. Donc c'est vrai que les questions d'emploi, les questions de formation, la réindustrialisation, et puis j'ai envie de dire l'un des principaux chantiers, ça va être pour Elisabeth Borne, c'est le rapport au travail. Je sais que le président de la République a prévu de lancer un vaste projet avec des mesures qui ont été apportées. Il faut que nous parvenions à, j'ai envie de dire, réaccoutumer ou en tout état de cause réconcilier nos concitoyens avec ce fameux rapport au travail, parce que de ce rapport au travail découle beaucoup de choses. Et pour moi, un exemple, je trouve qu'au cours de ces 20-30 dernières années, du fait des fusions, des acquisitions, on a fait beaucoup de restructurations au sein des entreprises et le rythme des restructurations va très vite. C'est toujours un rythme difficile pour celui qui vit, pour l'être humain. Avant, nous étions sur des cycles longs où on entrait dans un emploi et on disait ah, mais dans 10 ans, tu changeras, tu feras autre chose. Aujourd'hui, tous les 2-3 ans, je le vois chez nos clients, tous les 2-3 ans, on annonce à un salarié, ben non, tu vas aller dans tel service, tu vas faire autre chose, on va tout changer. Et ça crée de l'incertitude. Mais Jean-Claude, est-ce que c'est pas ce que le gouvernement aurait dû faire avant la réforme de retraite ? Cette forme de pédagogie, en rentrant, en expliquant aux citoyens que voilà, on va rentrer dans la réforme de retraite, on va revoir le travail, le rapport au travail, puisque le monde du travail a changé. Est-ce qu'on n'aimait pas un peu la... Alors, bien sûr, mais je ne suis pas le ministre du Travail en charge, et c'est probablement ce que j'aurais fait, et ça n'est pas la première fois que je le dis, ça fait 2 ou 3 ans, puisque je fais beaucoup de comparaisons France-États-Unis, en disant que nous avons un rapport au travail qui est un rapport compliqué, parce qu'au fond, c'est vrai que lorsqu'on y réfléchit, on nous dit, eh bien, j'entends des gens dire, à 60 ans, on sera mort, on ne pourra pas bénéficier de notre retraite. Il a travaillé 2 ans de plus, et c'est ça qui a amené toute cette réforme. C'est là où même les faits, nous n'arrivons plus à parler des faits, c'est-à-dire que l'espérance de vie a augmenté. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à la fin du 19e siècle, à la louche, je n'ai plus très bien le chiffre en tête, mais l'espérance de vie pour un homme était aux alentours de 45 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de plus de 80 ans. Oui, l'homme a gagné 6 ans. Et quand quelqu'un meurt à 80 ans, on se dit, il était jeune finalement. On dit Solers, mais il n'était pas si vieux que cela. Vous voyez, à 86 ans, on vous dit que c'est pas si vieux que cela. Donc il faut bien comprendre que la démographie évolue, et donc il faut que nous nous adaptions. Oui, j'aurais commencé par cela. Il y a ce travail, ce rapport au travail qui est encore très conflictuel. On a l'impression qu'on est encore dans une forme de lutte des classes, et peut-être que les employeurs, à commencer par nos grandes entreprises. Mais qu'est-ce qui va changer pendant ces 100 jours ? Parce que pendant la réforme, justement, ça n'a pas été compris de la part des Français protestataires. Alors j'ai envie de vous dire, il faut que nous changions de logiciel. Je ne pense pas qu'au bout des 100 jours, on puisse y arriver en toute franchise. En revanche, nous pouvons lancer les bases de la réflexion, accepter qu'il y ait des gens qui souffrent. Quand je vous donnais cet exemple de restructuration au sein de nos entreprises, c'est vrai qu'il va falloir se dire que ce n'est pas que le travail du gouvernement, toutes les parties prenantes, les syndicats, mais aussi les entreprises, par exemple les DRH, par exemple les directeurs financiers. Quand on fait un plan, on est sur une chaîne de finances, c'est vrai que parfois on a une vision
purement chiffre d'une restructuration, et on oublie très souvent que derrière on a des êtres humains. Comment faire passer le message, comment adapter une nécessité internationale ou nationale, la rendre audible pour celui qui la vit, parce que la personne qui vous dit on me réduit mes équipes, j'ai moins d'équipes et le travail à faire est tout aussi important, eh bien c'est elle qui le vit. Et juste un point, et cette souffrance au travail, on l'entend, elle est vécue par des personnes qui sont, j'ai envie de dire, du personnel d'exécution, mais vous avez énormément de cadres sup, de cadres dirigeants qui souffrent aussi au travail. Ça n'est pas pour dire que leur situation est identique, mais c'est pour dire la manière dont c'est ressenti, le burn-out, etc. Ça crée un déséquilibre et des points de tension importants chez nous. Et dans cette feuille de route, on a vu aussi d'autres priorités, l'éducation, la santé, ça vous semble convenir, être en phase en tout cas avec les besoins des Français? Mais, je pense, il faut bien quand même souligner une chose, en politique, il faut la forme et le fond. Et là, pour moi, ces 100 jours, la présentation de la feuille de route de la Première ministre, on est sur la forme. Parce que le fond, on aurait dû le traiter, je vais me répéter, dans la réforme pas la réforme de retraite. Et là, on est sur la forme, pourquoi? Parce qu'on laisse passer le temps. Il y a une grande société qui est là, il faut calmer en fait la population, les citoyens, on va dire, on voit la rue, il y a tout le temps des manifestations dans la rue. Donc pour moi, ces 100 jours, c'est purement politique. Je pense que cet été, il va y avoir des changements. Peut-être on va avoir une élection, la dissolution de l'Assemblée nationale, ou un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Mais je pense que c'est juste le temps. On laisse vraiment passer le temps. C'est vrai que les vrais sujets, quand on lit en fait dans les propositions de la Première ministre, Jean-Claude parlait du travail, oui c'est vrai, il y a vraiment des gros points soulignés sur le travail, parce qu'elle parle de faire une réforme du travail, de revoir en fait tous les modes de contrat qui existent, mais quand on parlait de la réforme de retraite, l'emploi de seniors, on parlait bien de ça. Pourquoi on ne l'a pas fait avant, vous voyez? Donc je pense que ces 100 jours, c'est juste le temps en fait, laisser passer le temps. Et au bout de 100 jours, qu'est-ce qui peut se passer? Je pense qu'au bout de 100 jours, comme on le voit, le président de la République, il va à la rencontre des Français, la Première ministre fait des sorties, les membres du gouvernement se bougent, ça calme un peu la gronde sociale. Alors on en parle tout de suite après la pub, justement des 1 an de la majorité parlementaire. De retour sur le TV Finance pour les essentiels de Cédric Leboussy. Et justement, il y a 1 an, Emmanuel Macron était réélu, on était en pleine campagne législative. Il y avait ce mouvement ensemble qui se formait pour une majorité parlementaire, alors pas de majorité absolue, mais quel bilan vous en faites au bout d'1 an? Est-ce qu'il a gardé son unité, sa cohérence selon vous? Bon, je dirais que le président il a échoué en fait il a échoué à structurer une coalition autour de lui, puisqu'il n'a pas pu obtenir la majorité qu'il aurait souhaité lors des élections législatives. Et on le voit aujourd'hui, c'est que les alliés, le MoDem, Horizon, ils sont absents, ils sont complètement absents. Absent de quoi? Du débat parlementaire, du débat public, parlementaire, absent du débat oui, même si on sait que il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites par les députés du Horizon dans la réforme de retraite. Mais je trouve les alliés très absents.
contrairement à ce que l'on voit de la NUPES, de la gauche, ils sont vraiment absents. Oui, mais ça s'explique, bien sûr, la dynamique est moindre, ça s'explique par le fait que, au fond, la différence de la NUPES, à la NUPES, il y a eu entre guillemets un pacte politique de passé. Ils sont allés aux élections ensemble avec plus ou moins, alors on peut dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de faux fuyants, mais globalement ils étaient à peu près d'accord sur l'essentiel. Là, chacun est arrivé avec son parti en disant bon ben on rallie la majorité présidentielle. Peut-être que c'est dû au fait que la campagne a été squeezée, que la campagne, on s'accorde à dire que la campagne aurait pu être plus explicite, on aurait pu travailler sur un projet de société. Et moi je pense que c'est cela qui manque aujourd'hui à la majorité ensemble. Ils ne partagent pas les mêmes idées ? Je ne dirais pas qu'ils ne partagent pas les mêmes idées. Je vais vous dire, on ne peut pas aller aussi loin parce que globalement, ils sont dans le même camp. Mais en revanche, il n'y a pas de doctrine. Moi, si vous interrogez monsieur tout le monde et même dans le personnel politique, quelle est la doctrine ? Quels sont les grands reliefs d'ensemble ? On ne peut pas vous dire. Ils sont ensemble, mais pourquoi faire ? On ne sait pas très bien. Donc ça ne suffit pas. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas simplement fonctionner avec une présidentialisation du régime où il y aurait le président, point. S'il y a un président, et ça c'est parti du gaullisme, il faut que derrière il y ait une doctrine, il faut que derrière il y ait une philosophie politique auquel adhèrent les uns et les autres. Donc peut-être est-ce que c'est ce travail-là, il faut être ensemble pour faire quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui le vrai sujet, c'est quel modèle de société devons-nous préparer ? Quel projet, comment faire en sorte qu'on va éviter que le pays ne se casse en deux, parce qu'on voit bien que ce sont les extrêmes qui remportent qui ont le gros du marché aujourd'hui et qui font là une partie de l'actualité. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est ensemble, pourquoi faire ? C'est quel pacte social, quel projet de société pour la France de demain. On a parlé de décarbonation, puisqu'à la NUPES, il y a des environnementalistes, des écologistes. Vous voyez, par exemple, un débat duquel nous sommes absolument absents, c'est la décarbonation du transport aérien. Nous ne pouvons pas, on ne va pas faire comme si on n'avait plus de transport aérien et chacun va rester chez lui au bout du monde. Ça n'est pas vrai. Il nous faut assurer le déplacement des populations, il nous faut assurer la continuité territoriale avec nos régions d'outre-mer. Donc rien que pour ça, l'avion doit exister. Pour autant, la décarbonation qui peut réduire avec les avions à hydrogène, c'est un financement particulier. Peut-être qu'il faut là se mettre d'accord sur ce qu'on pourrait faire et attirer ainsi, satisfaire ainsi ceux qui sont très attachés à la défense, même si tout le monde l'est, à la défense de l'écologie et de la transition écologique. Vous voyez, il faut qu'on débatte d'un certain nombre de sujets de fond. Et ça demande aussi des compromis. Est-ce qu'on peut arriver en France à travailler sur ces compromis alors, au niveau C'est très difficile parce que, regardez, sans jeu de mots, ils ne sont pas ensemble, ils sont dans un mouvement qu'ils appellent Ensemble. Qui est le président du mouvement Ensemble aujourd'hui ? Qui est le président de cette coalition ? On ne sait pas. On sait qui est le président du MODEM, on sait qui est le président d'Horizon. Donc, je parlais de forme et de fond tout à l'heure. Là, peut-être dans le fond, ils ont un projet. C'est tous vraiment à fond sur le projet européen, à fond sur les réformes, les grandes réformes. Mais il n'y a pas d'incarnation. Il n'y a pas d'incarnation. Et ce aujourd'hui que les citoyens réclament, que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on a l'impression d'avoir des élus qui ne sont pas proches du terrain. Tandis que, et pourtant, quand on regarde dans le MODEM, vous avez des élus qui sont proches du terrain. Oui. Horizon, vous avez des gens, mais on ne voit pas ces gens-là. Donc, le président de la République se retrouve avec une coalition juste de nom. Même c'était, vous voyez, on a parlé de l'anniversaire de la NUPES, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'anniversaire d'Ensemble. Bon, je pense que ça cause un problème pour plus tard, et on va se retrouver dans... Oui, Jean-Claude. Mais précisément, c'est parce qu'il nous faut parler du projet, parce qu'il faut faire travailler les gens ensemble, que l'on arrive à avoir un groupe homogène, en tout cas une démarche cohérente. Si on n'a pas de travail sur le fond, et si on croit que c'est simplement soit une politique de petites phrases, soit effectivement chacun fait valoir son point de vue, ou sa critique lorsqu'il y a une réforme, cela ne suffit pas à entraîner, et cela ne suffit pas à entraîner sur le terrain, parce que là encore, on oublie très souvent, c'est pas simplement de dire il faut répondre aux préoccupations concrètes des Français, c'est que lorsque nous serons sortis
de ce plateau, eh bien, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui tantôt vous disent moi j'ai des difficultés à terminer mon mois, je n'ai pas de formation, je voudrais faire une formation, c'est compliqué, qui ont des préoccupations diverses et variées, et celles-là, on nous attend tout de suite, et nos concitoyens ont besoin d'entendre des réponses, en tout cas un démarrage de réponses sur ces sujets-là. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour pouvoir, il faut faire débat avant, faire travailler les gens, et souvenez-vous de ce qui s'est passé, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy dans la conquête de l'UMP, il a beaucoup fait travailler, et les socialistes l'ont fait aussi avant. Simplement aujourd'hui on a le sentiment qu'on a oublié le débat d'idées, on a oublié le projet de... Et puis alors on fait, moi je suis très réservé sur les groupes qu'on crée en dehors des partis, etc., parce que ça crée aussi de la frustration, on s'en souvient sur la question écologiste. Donc je pense qu'il faut que les partis reprennent leur rôle, en tout cas c'est mon souhait, que nous reprenions notre rôle de militants, qu'on réfléchisse ensemble, que les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, en tout cas qu'on débatte, et que c'est sur la base de cette réflexion qu'on présente un projet aux Français, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Alors, dernière question, est-ce qu'on peut tenir encore comme ça pendant 4 ans? Sur ce qui vient de dire par Jean-Claude. Oui, mais répondez très rapidement. Oui, les partis peuvent reprendre, mais il faudrait que les partis reprennent avec une approche inclusive. Bien sûr. Citoyens. C'est-à-dire, aujourd'hui, il me semble que le vrai nom de la démocratie, c'est la démocratie participative. On ne peut pas chaque année avoir des partis politiques qui proposent des référendums, et quand les citoyens votent les référendums ne sont pas mis en application. C'est ça, et quand on regarde même la grande politique aujourd'hui que l'on a, c'est un problème de référendum que Nicolas Sarkozy a eu à l'époque, que François Hollande a eu à l'époque, et qu'Emmanuel Macron a. Donc, dans le fond, les partis politiques, oui, mais pas le même modèle qu'on a eu il y a 30 ans. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir débattu donc, sur les 1 an du mouvement Ensemble. C'était les essentiels de Cédric Leboussy. À bientôt pour une nouvelle émission.